Bonjour Jean-Philippe Tanguy. Bonjour. Emmanuel Macron a échangé hier soir avec l'émir du Qatar, avec le président égyptien, sur les négociations sur la libération des otages français détenus par le Hamas. Sébastien Lecornu a aussi fait une grande tournée au Proche-Orient. Est-ce que la France fait assez pour ces otages ? Écoutez, je n'ai pas raison d'en douter. Moi, je ne peux me féliciter que le gouvernement fasse le plus d'efforts possible, négocie avec les bons interlocuteurs et nous espérons avoir des bonnes nouvelles pour nos otages et pour les autres otages d'ailleurs, et pour aussi apporter un peu de réconfort ou des nouvelles aux familles des victimes, évidemment. Donc moi, je n'ai pas de raison de douter de leur sincérité sur ce sujet-là. Et Emmanuel Macron a réitéré aussi hier la nécessité d'une trêve immédiate devant conduire à un cessez-le-feu. C'est un changement de ton depuis quelques jours de la part du président. Est-ce que c'est la bonne ligne à tenir selon vous ? Sincèrement, et sans vouloir polémiquer, c'est très dur aujourd'hui de connaître la ligne d'Emmanuel Macron sur ce sujet pourtant extrêmement grave et sérieux. Il est un peu en toupie sur la position de la France par rapport à ce conflit entre Israël et les terroristes du Hamas. Donc j'ai du mal à commenter en dehors de cette confusion qu'il entretient sur la ligne. On ne peut pas demander en tout cas un cessez-le-feu ou une trêve avec le Hamas. Soit il dépose les armes définitivement, ou au moins il libère l'ensemble, tout ou partie des otages, et on peut négocier quelque chose, soit ils ne le font pas. La libération des otages doit être un préalable à la demande de cessez-le-feu pour vous. Évidemment, moi je ne m'explique pas comment on peut avoir une autre position pour une raison très simple. Si on fait un cessez-le-feu avec le Hamas sans libération des otages ou sans dépôt des armes, évidemment le Hamas va se réarmer, va se réorganiser et va malheureusement, peut en tout cas, refrapper Israël ou d'autres cibles. D'ailleurs, il pourrait très bien aussi attaquer pour créer plus de confusion d'autres acteurs de la région face auxquels il est en opposition. Donc moi je ne comprends pas cette position, en particulier, il faut bien le dire, de la gauche et d'une partie de Renaissance, qui appelle à une trêve sans condition et qui ne voit pas le Hamas n'est pas un État organisé ou même une autorité gouvernementale, c'est un mouvement terroriste, sans foi ni loi, sans honneur, sans loyauté. Donc il n'y a que le cessez-le-feu, seulement un dépôt des armes ou une libération des otages qui est audible. Depuis l'attaque du Hamas du 7 octobre, le Rassemblement national affiche un soutien ferme à Israël. Aujourd'hui, face au drame humanitaire à Gaza, face à, par exemple, l'hôpital Al-Shifa pris pour cible par l'armée israélienne, qui n'a pas réussi à vraiment démontrer que le Hamas y cachait un centre de commandement, est-ce que votre soutien est toujours aussi inconditionnel ? Alors, nous n'avons jamais eu de soutien inconditionnel. Ça n'a pas beaucoup de sens, un soutien inconditionnel. Ça, c'était la présidente notamment de l'Assemblée nationale, Madame Braun-Pivet. Nous, on soutient les Israéliens et le gouvernement israélien face à une attaque terroriste, face à un mouvement terroriste. Israël est une démocratie, c'est notre allié. Il a le droit de se défendre, ils se défendent, et nous n'avons pas de raison de penser qu'ils ne respectent pas ce que nous devons tous respecter, y compris la France d'ailleurs quand elle est en conflit. C'est le droit international, c'est le droit de la guerre, c'est le droit humanitaire. Donc aujourd'hui, on n'a aucun élément qui permet d'apprécier si Israël ou pas n'a pas respecté ces différents droits internationaux. Nous pensons que pour le moment qu'il le respecte. Et la grande force, je le rappelle, de la démocratie israélienne, c'est que si malheureusement il devait y avoir des accidents ou un non-respect de ce droit, il y aurait des enquêtes en Israël, ce qui a eu lieu dans tous les conflits précédents. Mais il faut quand même le dire aux auditeurs, parce qu'ils entendent beaucoup de choses. Dans tous les conflits précédents, Israël a été capable de mener des enquêtes, de sanctionner des officiers ou des femmes et des hommes politiques qui avaient eu des mauvais comportements. Ce qui n'est pas le cas évidemment du Hamas, qui ne sanctionne personne et qui, quand commet des horreurs ou des atrocités, s'en félicite et ne fait pas d'enquête. Joe Biden a appelé hier à une future réunification de la Cisjordanie et de la bande de Gaza sous une autorité palestinienne revitalisée. C'est ça la solution ? Oui, c'est aussi le sens du discours qu'avait tenu Marine Le Pen à l'Assemblée nationale. Il faut y avoir deux États, et pour qu'il y ait deux États, il faut une vraie autorité palestinienne qui contrôle l'ensemble de ces territoires. Mais c'est bien le drame, et c'est aussi parfois ce qui manque, je pense, dans l'analyse qui est faite par les uns et les autres. L'effondrement de l'autorité palestinienne avec sous l'autorité du Fatah, de Mahmoud Abbas et des cadres du Fatah, et quand même de la responsabilité aussi
du peuple et des dirigeants palestiniens. Ce n'est pas la faute d'Israël si l'autorité palestinienne s'est effondrée sur elle-même. Donc la grande difficulté aussi, évidemment, dans ce conflit qui en connaît tant, c'est la crédibilité de l'autorité palestinienne, sa capacité à exercer des responsabilités avec un soutien démocratique. Je rappelle que le mandat de Mahmoud Abbas est fini depuis bien longtemps, qu'il n'a pas été renouvelé démocratiquement, que le Hamas a été élu dans la bande de Gaza, malheureusement, de façon démocratique, mais aussi il y a de nombreuses années, qu'il n'est pas renouvelé. Donc on est vraiment face à une absence d'interlocuteurs, ce qui n'était pas le cas dans un grand nombre de conflits. Allez-vous manifester pour la paix au Proche-Orient cet après-midi à l'appel de centaines de personnalités du monde de la culture ? Non, moi je ne comprends pas, moi je ne suis pas évidemment comme ça, tout le monde est pour la paix. J'ai manifesté évidemment la semaine dernière contre l'antisémitisme. Je voulais manifester en soutien aux Israéliens lors de la marche du 9 octobre. Mais moi, ce qui me dérange dans cette confusion, on a vu depuis une semaine, et même avant avec l'organisation de la marche contre l'antisémitisme, un certain nombre de personnes refusaient de la soutenir, refusaient d'y aller, en invoquant des termes qui comme ça ont l'air sympathiques, mais qui en fait entretiennent de la confusion. Quand vous voulez manifester pour la paix sans condition, tout ça a l'air sympathique, mais si vous voulez faire la paix avec un mouvement terroriste sans le désarmer et sans rien lui demander, vous nourrissez, vous entretenez la chance de ce mouvement terroriste. On ne peut pas ne pas choisir son camp, comme le disait par exemple Julie Gaillet sur notre antenne ce matin. On choisit toujours un camp, et quand on a face à des terroristes islamistes, je ne vois pas comment on ne peut pas choisir un camp, ou face aux antisémites, je ne vois pas comment on ne peut pas choisir un camp. Mais de la même façon, quand un certain nombre d'organisations musulmanes disent on veut pas manifester contre l'antisémitisme, on veut manifester contre le racisme, créant en fait une sorte de confusion en mélangeant tout et en ne voulant pas voir qu'aujourd'hui c'est pas une vague de racisme indéterminé que notre pays connaît et que l'Occident connaît, c'est une vague d'antisémitisme. Ça entretient une confusion qui en fait est un relativisme qui essaie d'expliquer à nos concitoyens que c'est pas si grave l'antisémitisme, et que finalement tout se vaut. Non, tout ne se vaut pas. Aujourd'hui, il y a des terroristes d'un côté, le Hamas, une démocratie, Israël de l'autre. Il y a de l'antisémitisme d'un côté, et il n'y a pas de vague, et on peut s'en féliciter, d'islamophobie de l'autre. On vous reproche, vous aussi, de faire une confusion, un amalgame entre antisémitisme et musulmans. Est-ce que quand vous soutenez les juifs, ce n'est pas aussi une façon de stigmatiser davantage les musulmans ? C'est ce que sous-entendait le président dans la marche contre l'antisémitisme. L'accusation qu'a fait aussi M. Macron sur ce sujet-là et d'autres est totalement infamante et infondée. Je me souviens d'un débat où M. Darmanin lui-même reprochait à Mme Marine Le Pen d'être trop molle sur la laïcité et dans sa lutte, soi-disant, contre l'islamisme. Aujourd'hui, on nous reproche l'inverse. Un de nos adversaires politiques, vous le savez, M. Zemmour, nous reproche justement, et reproche à Marine Le Pen le fait d'avoir dit à plusieurs reprises, affirmé que l'islam, les musulmans qui pratiquent leur foi dans le respect de la France, étaient compatibles avec la République. Mais c'est pas ce qu'a dit Sébastien Chenu sur la Seine-Saint-Denis. Aujourd'hui, un jeune juif risque plus sa peau dans un environnement islamiste, par exemple en Seine-Saint-Denis, que dans une manifestation du Rassemblement national. Il stigmatise tout un département et tous les musulmans de ce département en disant ça. Vous auriez dit la même chose ? Non, mais pas parce que vous dites qu'il y a des endroits où vous risquez plus votre peau que vous stigmatisez tout le territoire. C'est qu'il y a une densité, malheureusement, dans un certain nombre de territoires, dont la Seine-Saint-Denis, de mouvements islamistes, en tout cas, ou de comportements liés à l'islamisme ou à la pression islamiste, qui est beaucoup plus forte en Seine-Saint-Denis, ou là où j'ai grandi aux Ulysses, que dans le centre de Paris. Donc vous auriez pu dire la même chose que Sébastien Chenu. Qu'à Montdidier. Non, mais il est évident, malheureusement, aujourd'hui, que dans un certain nombre de territoires, dont la Seine-Saint-Denis, la présence publique et tranquille de nos compatriotes de confession juive, ou d'ailleurs présumés comme tels, mais aussi d'autres, de femmes qui pourraient s'habiller, soi-disant, pas correctement, d'homosexuels qui se tiendraient la main. Évidemment, il y a des quartiers où la présence islamiste est beaucoup plus forte, où c'est impossible ou dangereux, et des quartiers où cela ne l'est pas. Ne le pas dire, c'est pas stigmatiser l'ensemble de la population, c'est justement, critiquer un État qui a laissé ces situations, parce que les habitants de la Seine-Saint-Denis voudraient bien vivre comme ils veulent. Allez, Jean-Philippe Tanguy, député Rassemblement National de la Somme. On se retrouve dans un instant, juste après le fil info de Valentine Letessa à 8h42. Injures, dégradation, cyberharcèlement, les violences contre les maires sont en hausse de 15% par rapport à l'année dernière, d'après le gouvernement. C'est l'une des explications à la grande démission des élus locaux, selon l'enquête du Cevipof publiée aujourd'hui. Évacuer l'hôpital d'Al-Shifa à Gaza, c'est la priorité selon l'Organisation mondiale de la santé, qui qualifie désormais l'établissement de zone de la mort. Dans de nouvelles frappes israéliennes, un camp de réfugiés géré par l'ONU a été touché
plus de 80 morts selon le Hamas. La chanteuse Taylor Swift a reporté son concert prévu hier soir à Rio de Janeiro au Brésil après la mort de l'une de ses fans la veille au cours de son premier spectacle à cause de la chaleur extrême dans le pays à près de 60 degrés ressentis. Ils ont passé la ligne d'arrivée à Fort-de-France en Martinique juste après 7h ce matin. Thomas Ruyant et Morgan Lagravière remportent la Transat Jacques Vabre dans la catégorie des IMOCA, un événement France Info, deuxième victoire consécutive pour le duo de skippers. France Info. Le 8-30 France Info, Agathe Landré, Jean-Rémy Baudot. Toujours avec Jean-Philippe Tanguy, député Rassemblement National de la Somme. Il n'y aura pas de référendum sur l'immigration. C'est la conclusion de la dernière rencontre de Saint-Denis autour du président. Vous le réclamiez. En revanche, il y a une loi immigration en préparation qui visait à faciliter les expulsions. La logique, donc, ce serait que vous souteniez cette loi en l'absence de référendum ? Oui, enfin, les deux ne sont pas liés, mais oui... On verra si on soutient ou pas cette loi. En tout cas, quand on voit le texte qui est sorti du Sénat, on ne peut pas la voter pour le moment. Donc on va voir ce que donnent les travaux parlementaires, mais pour une raison simple, c'est que le Sénat, sous couvert de fermeté, transfère en fait le pouvoir de régularisation des clandestins qui soi-disant travaillent au ministère de l'Intérieur et au gouvernement. Donc en fait, les Républicains, une fois de plus, sont très lâches. C'est qu'ils affichent une fermeté, mais ils renvoient la responsabilité, comme l'avait d'ailleurs fait M. Larcher, au gouvernement. Donc moi, je ne veux pas qu'on donne les pleins pouvoirs au gouvernement pour régulariser qui ils veulent. Donc pour le moment, ce n'est pas possible. On va voir ce que prévoit. Non, mais néanmoins, il y a des études d'opinion qui montrent que vos électeurs sont plutôt favorables à ce projet. Comment est-ce que vous pourriez leur expliquer que vous ne le votiez pas ? On dira la vérité, tout simplement. Vous savez, nous, on a toujours été dans un rapport de vérité avec nos électeurs. Donc on ne s'est jamais interdit de la voter. Il y a sans doute des mesures techniques dans ce texte qu'on le pourra voter article par article. Mais il est hors de question de confier à M. Darmanin et ses amis le pouvoir de régulariser n'importe qui. Donc en fait, la condition pour que vous votiez cette loi, c'est qu'il n'y ait plus cette mention de régularisation de C'était ce que les Républicains avaient promis, ce qu'ils n'ont pas fait, à savoir supprimer totalement l'article 3, cette possibilité de régularisation. Une fois de plus, transférer le pouvoir de régularisation à un gouvernement macroniste qui a le record d'entrée légale et illégale. Là, je rappelle que légalement, 500 000 migrants ont pu rentrer dans notre pays avec la bénédiction de M. Macron. Donc je ne vais pas lui donner un pouvoir supplémentaire pour régulariser les clandestins. Et d'un mot, vous iriez jusqu'à voter une motion de censure déposée par la droite ? Nous, de toute façon, on vote toute motion de censure qui a un objet politique et qui a le chance d'aboutir. Voilà, puisque je rappelle que la motion de censure, c'est pas une censure sur le fond, c'est une censure du gouvernement. Donc on veut faire tomber de ce gouvernement, et quand on voit la lâcheté sur le référendum, on veut retourner aux urnes. Parce que la réalité, c'est que ce gouvernement et les Républicains et d'autres ont peur des urnes. Jean-Philippe Tanguy, avez-vous lu Les Rapaces, le livre de Camille Vigogne ? Non. Camille Vigogne-Lecoat, c'est un livre enquête sur David Racheline, sur sa gestion de la ville de Fréjus, avec étayé par des faits de corruption, de favoritisme. Elle raconte par le menu les relations de proximité entre le maire et... Pardon ? C'est son menu, parce que des faits, tout est anonyme, donc selon des sources. Bon, une enquête qui est très fouillée, je vous invite à lire ce livre, une enquête très fouillée qui montre par exemple des enveloppes, des cadeaux, des montres de luxe payés en liquide par l'intermédiaire du chauffeur de David Racheline. Ça ne vous inquiète pas plus que ça pour l'image du Rassemblement National de ne pas vous... ça n'a pas l'air d'être un sujet pour vous, alors que c'est quand même assez accablant, à la fois pour Fréjus, à la fois pour David Racheline, qui est malgré tout un proche de Marine Le Pen. Non, mais comme l'a dit Marine Le Pen, il n'y a aucune raison de douter de l'intégrité de M. Racheline sur la base d'un livre qui reprend les accusations des oppositions et qui n'a pas pour le moment de fond. Elle a dit sauf démonstration contraire. Oui, c'est-à-dire ça s'appelle la justice. Donc M. Racheline a porté plainte qu'il a mis en ligne sur ses réseaux sociaux. Bon, d'ailleurs, inversement, la justice de Fréjus n'a jamais enquêté sur M. Racheline. Donc tout ça est malheureusement assez triste. Et moi, je pense à David Racheline et à ses proches, dont l'intégrité, effectivement... Vous n'avez aucun doute sur la probité alors qu'il n'a rien fait. Vous n'avez aucun doute sur la probité de... Je n'ai aucune raison de douter de la probité de mes amis et d'ailleurs de mes adversaires, puisque c'est vrai que le propre du Rassemblement National, c'est de jamais rentrer dans ce genre de polémique et d'accuser des gens sans jugement et en respectant la présomption d'innocence. Le Rassemblement National est le seul mouvement, il faut bien le dire, qui respecte la présomption d'innocence dans ce pays. C'est tout à notre honneur et on continuera à le faire. Ça vaut pour nos amis et nos ennemis. Il n'y a pas que cela dans ce livre. Il y a aussi le racisme, l'antisémitisme qui flotte à Fréjus, les amitiés du maire de la ville avec des anciens du GUD, des saluts nazis relatés, des soirées marquées par des Heil Hitler. Et le livre s'appuie sur de nombreux témoignages. Vous étiez au courant de ces faits ?
Bah non, pour moi, il n'existe pas. Donc, je ne peux pas être au courant de faits que j'ignore et qui, à mon avis, connaissant quand même David Rachlin depuis la présidentielle, je ne vois pas comment cela est possible. Ça vous semble improbable totalement? Totalement improbable. Pascal Humeau, qui est l'ancien conseiller en communication du RN, l'ancien journaliste, il dit dans ce livre que tous ceux qui sortent 3-4 fois avec David Rachlin connaissent ses propos racistes. Il dit n'avoir jamais entendu quelqu'un d'aussi antisémite que lui. Ce sont des accusations qui sont graves. Oui, c'est vrai. Moi, j'écoutais, je pense que M. Rachlin va porter plainte, l'a fait. Et M. Humeau, écoutez, ça n'avait pas l'air de le déranger quand il gagnait de l'argent avec le Rassemblement national. Et depuis que les contrats ont cessé, M. Humeau est très critique. Donc, moi, je trouve tout ça assez déplorable. Et moi, vous savez, si j'avais un contrat avec quelqu'un et que j'entendais des propos inacceptables, eh bien, je partirais immédiatement et je mettrais moi-même fin à mes contrats. Non, mais donc, je trouve que tout ça est assez étrange. Quand ce livre relate, par exemple, des vacances de M. Bardella, des dîners où finalement personne ne semble s'interroger pour savoir qui paye l'addition et que en fait, c'est dans le restaurant justement de ce fameux gérant de BTP de la région. Personne n'a l'air de se poser de questions. Tout le monde a l'air de trouver ça normal au Rassemblement national. Si, Jordan Bardella a dit et affirmé qu'il se posait tellement la question qu'il a payé toutes les factures et tout ce qu'il devait à ces personnes. Donc je ne comprends pas, une fois de plus, qu'on fasse vivre des rumeurs, des accusations que les principaux intéressés ont démenti clairement. Donc, mais il y a quand même un livre de 200 pages, une enquête de près de 2 ans. À minima, le Rassemblement national devrait pas, je sais pas, diligenter une enquête interne. Mais les enquêtes internes, moi je les ai toujours condamnées et c'était absolument déplorable. Enfin, si vous prenez les enquêtes internes des autres partis, ça consiste à régler des comptes entre copains ou réputés comme tels, et ça n'est pas la justice. En France, je le redis, il y a la justice, le Rassemblement national, je le regrette, est le seul mouvement, enfin je le regrette pour nos adversaires, est le seul mouvement à respecter la présomption d'innocence, à respecter les procédures judiciaires. David Rachlin n'est pas mis en cause, il est innocent, il contre-attaque contre Madame Mingogne et je m'en félicite et je n'ai aucune raison de croire toutes ces accusations qui, pour le moment, sont fantaisistes et je n'ai aucune raison de croire qu'elles ne le sont pas. Il incarne le Rassemblement national, le Front national à l'ancienne, David Rachlin. Vous auriez pu, adhérer au Front national à cette époque? En tout cas, c'est un historique. Mais ça n'a rien à voir avec David Rachlin. Moi, mes relations avec le Rassemblement national, c'est Marine Le Pen elle-même, et c'est le fait qu'elle ait rompu avec son père, non pas sa personne, mais évidemment... Donc vous n'auriez pas pu adhérer à l'ancien... Oui, mais ça n'a rien à voir avec David Rachlin. Donc David Rachlin n'a rien à voir là-dedans. Moi, une fois plus, j'ai toujours un très bon rapport avec David Rachlin, et toutes ces accusations me semblent totalement infondées. Et je rappelle que David a été réélu au premier tour à Fréjus lors des dernières élections, ce qui prouve bien que le Rassemblement national qu'il incarne satisfait les électeurs par ses résultats. Jean-Philippe Tanguy, député Rassemblement national de la Somme, merci d'avoir été l'invité du 8h30 France Info. Merci beaucoup, Agathe Lambré.